Alors, la première thématique que nous allons aborder aujourd'hui ensemble, c'est le suivi de votre grossesse. Votre grossesse, elle va nécessiter une attention toute particulière et un suivi médical continu qu'on va adapter en fonction de votre histoire personnelle. Donc, ça correspond à 7 consultations. Vous en aurez une par mois à partir du troisième mois de grossesse. Vous aurez chaque mois des analyses biologiques à faire. Il y a 3 échographies qui vous sont conseillées. Vous aurez un entretien prénatal précoce, un bilan prénatal de prévention pour faire un peu le point sur vos habitudes de vie. Donc ça, c'est à partir du quatrième mois de grossesse. Et puis, 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. On en parlera tout à l'heure. Pensez également pour le futur papa ou le coparent à un examen de santé complet qui est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Il ne faut pas hésiter à en parler avec votre médecin traitant. Alors, Rachel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où nos futures mamans elles peuvent se rendre pour être suivies lors de leur grossesse et puis un peu vers quel professionnel de santé elles peuvent se tourner? Donc, le suivi de grossesse peut être effectué en ville, soit par la sage-femme, soit par le gynécologue, quand on a déjà un gynécologue, ou par son médecin traitant. Ça peut être également fait à l'hôpital ou à la clinique, pareil, soit avec des sages-femmes, soit par des gynécologues qui travaillent, ou également en PMI, il y a également des sages-femmes qui peuvent assurer le suivi de la grossesse. Et puis, sachez également qu'il y a des professionnels du social et de l'écoute qui sont là pour vous, assistantes sociales, psychologues. Vous pouvez les retrouver sur l'annuaire santé sur amélie.fr. Et pour ce qui est question d'urgence, quand on a une question urgente et qu'on n'arrive pas à joindre le professionnel qui nous suit, il faudra penser à appeler le 15. Alors, lors de vos différents examens médicaux, il va falloir que vous pensiez à chaque fois à bien vous munir de votre carte vitale, votre attestation de droit, papier, et puis votre carte de mutuelle, si vous avez une mutuelle. Tous les examens de laboratoire que vous aurez déjà fait pendant votre grossesse, pensez à les ramener également. Vos échographies, s'il y en a eu. Votre carnet de santé maternité, hein, à ne pas oublier, surtout si vous êtes en déplacement ou un petit peu loin de chez vous. Avec sinon la copie du suivi qui a été effectué, si vous avez ça. Et puis, si vous l'avez aussi également déjà, votre justificatif de groupe sanguin. On en profite aussi pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à activer votre espace santé. Ça va vous permettre de conserver en ligne en fait toutes vos données de santé, de pouvoir alimenter l'espace avec également vos rendez-vous médicaux et puis d'accéder à tout votre parcours maternité. Alors, devenir parent, cela se prépare. Comment bien préparer sa parentalité? Rachel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entretien prénatal précoce et du bilan de prévention? Donc, l'entretien prénatal est une rencontre avec le professionnel qui nous suit pendant la grossesse. On peut y aller soit toute seule, soit en couple, et c'est un moment privilégié pour savoir comment vous envisagez de passer la grossesse et surtout ce que vous aimerez par rapport à votre accouchement. Il se fait à partir du quatrième mois et selon les désirs de chaque femme enceinte ou de chaque couple, on pourra à ce moment-là vous orienter vers les cours de préparation qui correspondent à votre projet. Cet entretien prénatal, il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie et il ne faut pas attendre la fin de la grossesse pour avoir le temps vraiment d'organiser tout ce suivi de préparation. Quant au bilan prénatal de prévention, ça, c'est un moment où c'est pendant une consultation, on refait le point sur tout ce qui est tabac, alcool, tout ce qui est vaccination, tout ce qu'on peut avoir comme offre de prévention comme hygiène bucco-dentaire et de préférence. Alors, il faut, moi, j'aime bien quand c'est fait assez tôt pendant la grossesse. C'est vrai qu'au niveau prise en charge, c'est pas la même chose. C'est 70% quand c'est fait tôt. Et puis à partir du sixième mois, il est pris en charge à 100%. Mais plus on voit les habitudes de vie tôt, plus on pourra vous orienter, si besoin, vers les professionnels qui vont pouvoir vous aider, par exemple, au sevrage. Et puis, n'hésitez pas, hein, sachez que vous pouvez désigner une sage-femme référente lors de votre grossesse avant la fin de votre cinquième mois. Ça lui permettra à la sage-femme de coordonner toutes les différentes étapes un peu du parcours de grossesse et du suivi postnatal et médical de votre bébé. Alors, comme évoqué en tout début de webinaire, vous avez la possibilité d'avoir 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc en fait, on ne va pas vous dire comment vous allez accoucher parce qu'on n'en sait strictement rien, mais on va pouvoir vous accompagner et vous dire
Par exemple, les différentes façons, les différentes positions d'accouchement, parler de la césarienne quand elle est programmée ou quand elle intervient en cours de travail. On pourra également aborder tous les changements physiologiques, que ce soit physique, que ce soit émotionnel. On pourra également parler de l'alimentation de bébé, du retour à la maison, des premiers jours de bébé à la maison, de la contraception. Parler également de ce qui peut vous inquiéter, comme des fois, ça peut être l'épisiotomie, des fois, ça peut être la péridurale. Et donc, on vous propose également une préparation, entre guillemets, physique. Ça veut dire les patients qui ont plutôt besoin de se détendre, on va les orienter vers la sophrologie ou bien recommander aussi une activité physique quand il n'y a pas de contre-indication, par exemple en pilates, yoga, en aquagym. Et ça peut être des cours également en couple quand le coparent souhaite participer, soit en autonomie ou bien en cours de Bonaparte. Alors, interagir avec bébé, c'est important, même avant la naissance. Comment on s'y prend exactement? À partir de la 26e semaine d'aménorrhée, le bébé il va commencer à entendre, mais de façon atténuée, tout ce qui est bruit environnant. D'abord, ça se limite au bruit intestinal de la maman, à son battement cardiaque. Et petit à petit, il va entendre tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça peut être la voix de la maman, la voix du coparent, ça peut être aussi les bruits des moteurs, comme par exemple l'aspirateur. Et plus on interagit avec le bébé, plus il est sensible à cette intonation. Donc, plus on va lui expliquer aujourd'hui, maman, elle est fatiguée, ou peut-être aujourd'hui, voilà, est-ce que tu vas voir, on va écouter de la musique pour la première fois. Et tous ces bruits-là, il va les reconnaître une fois qu'il sera dans vos bras. Alors, la préparation de la chambre de bébé. Pour aménager la chambre de votre bébé, il va falloir prendre quelques précautions et ça commence par la réalisation des travaux. Si jamais voilà, vous avez la pose de certains meubles qui va pouvoir émettre des polluants volatiles, ça peut être dangereux pour votre santé, vous, en étant enceinte, et pour bébé également. C'est donc important de finaliser l'aménagement de sa chambre tôt dans votre grossesse, bien avant sa naissance, et pensez à aérer aussi également régulièrement pour justement évacuer tous ces polluants. Également, dans votre quotidien, on va vous donner quelques conseils. Pensez à entretenir les systèmes d'aération de votre logement et à aérer 10 minutes par jour, hein, notamment lorsque vous cuisinez, que vous faites un peu de ménage, même quand vous prenez votre douche. Et puis pour ce qui est des produits ménagers, essayez de prendre ceux qui ont le moins de substances chimiques, donc utiliser des chiffons microfibres, de l'eau chaude, le mélange avec du vinaigre blanc, ça fonctionne bien également. Alors, le choix de la maternité. Comment on choisit sa maternité, Rachel? Alors, c'est un choix qui est strictement personnel. Des fois, ça dépend de la géographie, de la localisation géographique. Des fois, ça peut être parce qu'on est né dans une telle maternité. Et puis, nous, on peut vous conseiller, par exemple, en cas de raison médicale. On vous dira où est-ce qu'il vaut mieux orienter, mais c'est uniquement pour raison médicale. Sachez que ça peut être, vous n'avez pas énormément de choix, ça peut être soit la clinique du Tertre Rouge, soit la maternité de l'hôpital du Mans. Les derniers rendez-vous de suivi, donc 8e et 9e mois, il faudra les prendre à la maternité de votre choix. Donc là, vous souhaitez accoucher. Également, pour le rendez-vous avec l'anesthésiste, ça sera dans la maternité de votre choix. Et pour les couples non mariés, pardon, t'as été trop rapide, maintenant. Pour les couples non mariés, pensez également à la reconnaissance anticipée de votre enfant. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en mairie. Merci. Nous allons pouvoir maintenant aborder le dispositif engagement maternité. C'est un dispositif qui est plutôt récent de l'assurance maladie. C'est pour les femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité. C'est un service qui va permettre de bénéficier d'un hébergement temporaire non médicalisé à proximité de la maternité avec 5 nuitées maximum avant le jour prévu de votre accouchement. Et puis, vous avez également la prise en charge des frais de transport correspondants. Pour pouvoir en bénéficier, en fait, il faut que vous ayez l'accord du médecin de la maternité et puis l'accord du service médical également de la CPAM. C'est le médecin de la maternité qui fera la demande avec vous et puis vous aurez une réponse sous 15 jours par courrier. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin, le médecin qui vous suit. Alors, la prise en charge de vos frais d'accouchement.
Tout ce qui va être honoraire d'accouchement, péridurale, frais de séjour, ça va être pris en charge à 100% du tarif de base de l'assurance maladie. Et puis, tout ce qui va être dépassement d'honoraires, le fait que vous souhaitiez une chambre privée, la télévision, le téléphone, il n'y aura pas de participation de la CPM. Par contre, je vous invite à contacter votre mutuelle bien en amont pour avoir des renseignements, de savoir ce que eux prennent en charge ou pas. Sachez également que les frais médicaux de votre bébé seront pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de rente durant cet accouchement. Alors, comment profiter pleinement de sa grossesse en toute sérénité? Durant votre grossesse, vous allez devoir surveiller votre état de santé dentaire et faire un contrôle chez votre dentiste. Ainsi, suite à la déclaration de grossesse, la CPM va vous envoyer un courrier pour réaliser un examen de prévention bucco-dentaire, c'est MT-dent. Cet examen sera pris en charge à 100%. Vous pourrez l'effectuer à compter du quatrième mois de votre grossesse et jusqu'au sixième mois après l'accouchement. Et vous n'aurez pas d'avance des frais à faire. Pendant ce rendez-vous, vous aurez des conseils pour l'hygiène bucco-dentaire de votre futur enfant également. Et puis, bien sûr, bouger chaque jour. Mais comment est-ce qu'on bouge quand on est enceinte, Rachel? Donc la grossesse n'est pas une maladie. Donc, c'est recommandé de bien bouger chaque jour, mais les sports, certains sports où il y a un risque de chute ou bien un risque de prendre des coups, ceux-là, ils sont non proscrits, ils sont à éviter quand on est enceinte, surtout au-delà du premier trimestre. Donc, il faut continuer à faire au moins 30 minutes de marche par jour. Et en parallèle à cela, vous pouvez également faire de la danse, par exemple de la natation ou des pilates. L'essentiel, c'est de continuer à bien bouger en dehors de toute contre-indication médicale. Ah, l'alimentation, ça c'est une partie importante. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une alimentation équilibrée pendant la grossesse? Donc, ce qu'on va recommander, c'est valable pendant la grossesse, c'est valable avant, c'est valable après. Donc, C'est pour tout le monde, voilà, c'est finalement. pour tout le monde. Donc, mais bon, c'est vrai que pendant la grossesse, on revoit tout ça. Et il faut en profiter pour garder des bonnes habitudes. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est limiter les produits, les repas qui sont ultra transformés, qui sont déjà prêts, parce que ça va être des produits qui vont être avec plein d'additifs artificiels. Ça va être des repas qui vont être gras. Et pendant la grossesse, on prend, ça va favoriser une grosse prise de poids. Ils vont être assez riches en sucre et en sel, donc ça va favoriser également soit la rétention d'eau, soit le diabète. Donc, il faut faire attention et plutôt privilégier une alimentation faite maison, équilibrée, donc toujours en introduisant des fruits frais, des légumes frais. Et donc, ce qui est recommandé, c'est avoir un apport en fer par rapport, pour éviter tout ce qui est anémie, donc le fer qui se trouve dans la viande rouge, qui se trouve également dans certains légumes secs, comme par exemple les lentilles. Donc, le calcium à chaque repas, un produit laitier pour éviter les carences. Et nous, on complémente souvent la femme enceinte par de la vitamine D pour permettre à ce calcium d'aller se fixer sur les os du bébé. Et les folates, qui est vitamine B9, on commence avant la grossesse quand on sait qu'il y a un projet de grossesse, parce que c'est important par rapport au système nerveux de votre enfant. Et donc, on trouve les folates dans la salade verte, dans les légumes frais. Donc voilà, il faut en avoir également au moins 2 fois par jour. Les vitamines, on les trouve dans ce qui est fruits frais aussi et dans ce qui est légumes fraîches. Et c'est recommandé à chaque repas. Donc là, on est déjà à 5 fruits et légumes par jour. Et puis les oméga 3, on les trouve dans le poisson, qui est recommandé 2 fois par semaine. Et on les trouve également dans les huiles végétales. Donc les huiles végétales qu'on peut rajouter régulièrement dans la salade. Et puis on évite aussi ce qui est sucre rapide, donc les bonbons. On Ah, peut se faire plaisir, ça peut être un carré de chocolat noir par exemple. Il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut se faire plaisir, mais d'une façon assez raisonnable. raisonnable. Oui, oui. Et puis bien penser à s'hydrater, l'eau, 1,5 litre par jour. Et également, on évite ce qui est thé. Donc quand on a l'habitude de boire beaucoup de thé, on remplace par la tisane parce que le thé, il limite l'absorption du fer. Alors, les infections, on sait qu'effectivement, pendant la grossesse, on peut être plus susceptible d'attraper certaines infections. Comment on peut s'en
éviter ça. Donc, en début de grossesse, on fait des sérologies, en tout cas concernant la toxoplasmose. Et quand on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose, ça va revenir tous les mois. Parce que ça peut se transmettre via le placenta. Et en fait, la toxoplasmose, c'est un parasite qui se trouve au niveau des intestins des chats, mais qu'on peut retrouver également dans certains muscles des animaux. Donc, on va vous conseiller de bien laver ce qui est fruits et légumes qui poussent au niveau de la terre, que la terre elle peut être également contaminée par les excréments du chat, de bien se laver les mains après avoir changé la litière et même porter des gants. Si, voilà, Ou demander au papa on peut aussi, hein. demander aux coparents de s'en occuper. C'est ça. Il faut savoir léguer des Non, fois. on délègue les tâches. Et puis la viande, bien sûr, bien la cuire, vu que ça peut se trouver dans le muscle. Quant à la listériose, c'est une petite bactérie qui se trouve essentiellement dans les produits laitiers à base de lait cru, qui se trouve également dans la charcuterie, les poissons fumés. Donc, il va falloir éviter tout ça. Donc, bien regarder les étiquettes, surtout quand on achète un fromage. Bien nettoyer les frigos Mm. et bien séparer les aliments, ce qui est cru, ce qui est cuit au frigo. Alors, ce qui est conseillé, c'est de laver le frigo une fois par semaine, mais voilà. Au moins, on peut dire qu'il faut le laver régulièrement Oui. et se laver les mains, surtout quand on travaille la viande. Bien se laver les mains après pour éviter ce risque de contamination et respecter bien évidemment la chaîne de froid. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est un sujet qui revient régulièrement, les perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, il s'agit de substances qui viennent perturber notre système hormonal. Il faut savoir que la femme enceinte et l'enfant jusqu'à ses 2 ans, ils sont particulièrement sensibles. Parmi ces perturbateurs, il y a ceux qu'on appelle les phtalates. C'est des perturbateurs endocriniens, donc qui vont rester très peu de temps dans notre corps, 24 à 48 heures. Et c'est donc tout à fait possible en fait de réduire leur impact en limitant l'exposition. Pour ça, il faut faire certains choix, notamment regarder bien tout ce qui est étiquette sur les produits ménagers, les cosmétiques, les produits de bricolage notamment. Et puis, éviter tout ce qui va être emballage alimentaire en plastique, éviter les jouets en plastique aussi. Euh, On privilégie aussi de réchauffer la nourriture Par exemple, dans du dans du verre verre que plutôt que du du plastique, plastique. exactement. Nous avons animé en fait le 26 juin dernier une webconférence sur justement l'alimentation du jeune enfant et qui abordait un certain nombre des perturbateurs endocriniens avec pas mal de conseils pour y faire face. N'hésitez pas, vous allez voir sur la droite, vous avez la petite image sur la webconférence. Une fois que vous aurez téléchargé le document en PDF à la fin, une fois que vous aurez répondu au petit sondage, vous pourrez cliquer et avoir le replay de cette webconférence si jamais vous êtes intéressé par les informations sur les perturbateurs endocriniens. Alors, la période de grossesse, ça peut parfois aussi être compliqué hein, sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Rachel? Donc, avec les variations hormonales, la grossesse, même le postpartum, on va subir des modifications hormonales. On va Mm. aussi avoir beaucoup d'émotions qui vont nous traverser. Cette joie d'attendre un enfant, mais ce doute aussi, on doute beaucoup. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être à la hauteur? Et donc, tout ça, ça nous fait des fois des petits moments où on pleure, où on se sent triste. Et puis le jour même, on est très content parce que tout va bien, on se sent en forme. Donc, si par exemple, on a plus tendance à pleurer, à douter, donc c'est bien d'en parler. C'est bien d'être bien entouré. Donc, ça soit au niveau familial, au niveau des amis, ou bien également au niveau, on peut en parler aux professionnels de santé. C'est Mais ça. tout ça, c'est normal. Il faut les accepter, ces changements. Il faut accepter ces peurs, comme il faut aussi accueillir tous ces moments de joie et en profiter. Et puis, un nouveau Mhm. dispositif de l'assurance maladie qui s'appelle Mon Soutien Psy. Encore une fois, le lien à droite, là, le petit flyer à droite est un lien cliquable. Ce dispositif, ça vous permet d'avoir jusqu'à 12 séances de prise en charge par l'assurance maladie avec un ou une psychologue conventionné. N'hésitez pas, vous pourrez cliquer sur le lien pour avoir plus d'informations. Et puis des fois, ça peut être aussi le coparent qui vit tout Exactement, c'est ça, ça, c'est ça. qui vit de loin, mais pareil, avec toutes ses joies et puis tous ses doutes et ses peurs. Donc, il faut également en parler. On a parlé des Mhm. émotions, mais c'est vrai que pendant la grossesse, il peut y avoir d'autres moments qui sont difficiles aussi, Rachel. Malheureusement, les femmes enceintes, elles sont plus fragiles et plus vulnérables.
Donc, on voit de temps en temps des violences, ça peut être des violences verbales ou des violences physiques qui apparaissent. Donc, sachez que, on peut vous aider, surtout s'il y a des violences physiques qui sont, que vous subissez pendant la grossesse, parce que cela peut être néfaste pour vous, bien sûr, mais également pour bébé avec des accouchements prématurés, avec des risques de blessures pour vous. Et donc, donc nous, on est là pour vous accompagner. La loi vous protège. Donc, si vous subissez des violences, que ce soit physique ou psychologique, n'hésitez pas à en parler déjà à votre entourage et aux professionnels qui vous suivent pour qu'on puisse vous aider à vous mettre à l'abri. Alors, autre sujet, alcool, tabac, drogue. Quelle consommation pendant la grossesse, Rachel? Zéro. Ah, Même si des fois, il y en a qui négocient. Mais alors, l'idéal, c'est dans un monde idéal, c'est mm. zéro, parce que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac ou la drogue, ça a des effets sur le développement de bébé, sur le fœtus, sur le placenta. Donc, ça a un effet, bien sûr, sur la croissance, mais également sur le système neurologique. Donc, ça peut être des séquelles qui sont à vie. Donc, souvent, les mamans, elles profitent de la grossesse pour arrêter. Euh, mais il faut aussi penser au tabagisme passif. Par exemple, quelqu'un qui fume à côté de nous, c'est pareil. Donc, évitez d'être à côté de quelqu'un qui fume en disant moi je ne fume plus, mais plutôt si vous n'arrivez pas à arrêter spontanément, on peut vous aider. Il y a des substituts nicotiniques qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Exactement. Voilà. À 65%, oui. Et il y a également des professionnels qui sont spécialisés dans ce domaine. On pourra vous orienter en cas de besoin. Et puis pour l'arrêt du tabac, Il y a novembre oui, bientôt. j'attends la slide. Le mois de novembre. Suivante, j'anticipais ma slide. Le mois de novembre, effectivement, c'est le mois sans tabac. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie d'arrêter de fumer, vous avez le site Tabac Info Service qui va vous permettre de trouver toutes les informations, un tabacologue auprès de chez vous. Vous avez une application aussi avec plein de petites motivations pour arrêter de fumer. C'est vrai que c'est un vrai défi, mais pour la santé de bébé, c'est important. Ouais. Donc pendant la grossesse et puis après également. C'est ça, et le tabagisme passif, tu Oui, en as parlé oui. déjà tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous renseigner sur la prise des médicaments pendant la grossesse, On ne justement? prend pas n'importe quoi parce qu'il y a des médicaments qui vont passer la barrière placentaire. Donc si on a mal, le Doliprane, ça passe, passons également. Mais on fait attention à tout ce qui est anti-inflammatoire, par exemple, qui peuvent être en libre service. Donc, des fois, le pharmacien ne peut pas voir que vous êtes enceinte, surtout en début de grossesse. Donc, il faut toujours indiquer qu'on est enceinte et puis ne pas prendre n'importe quoi dans sa pharmacie. Un petit point sur la vaccination aussi. Alors, souvent, on fait le point avant la grossesse quand on sait qu'il y a un projet de grossesse, Mm. donc à la consultation préconceptionnelle. Mais si c'est pas fait, pendant la grossesse, pareil, on va vous proposer la vaccination, surtout là en ce moment. Ça va démarrer la saison du Covid-19, de la Covid-19, de la grippe, C'est surtout que ça. la grippe, ouais, ça peut euh, au dernier trimestre, on peut avoir pas mal de problèmes respiratoires aussi. Donc, on va vous conseiller ces deux vaccins dès le début de la grossesse. Quant à la coqueluche, qui est également en recrudescence, c'est un vaccin qu'on peut faire pendant la grossesse pour protéger votre enfant les 2 premiers mois en attendant qu'il ait son vaccin. Donc, la coqueluche, on peut la faire jusqu'à la 32e semaine même la 36e semaine. Et quant à la bronchiolite, c'est entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée. C'est pareil, c'est pour protéger votre enfant les premiers mois. Donc, on peut les faire pendant la grossesse. Après la grossesse, si vous n'avez pas fait le vaccin de la coqueluche, on peut vous le proposer ainsi qu'à l'entourage familial, ça veut dire le coparent, ça veut dire les grands-parents. On peut également refaire le point sur ce qui est ARR, la varicelle également. Sachant que je reviens un petit peu sur le vaccin de la coqueluche, c'est un DTP, donc on peut également vous protéger contre le tétanos. Il faut aussi y penser. Et alors, pour les personnes qui n'ont pas encore ouvert un compte Amélie, je vous encourage à le faire parce que vous allez pouvoir retrouver un espace qui est dédié justement à votre grossesse qui s'appelle J'attends un enfant.
Ça vous permet en fait de retrouver plein de petits onglets. Vous avez les rendez-vous médicaux, vous avez des petits pense-bêtes, vos différents examens aussi, ceux auxquels vous devez faire, voilà, je reprends les examens que vous allez devoir faire pendant votre grossesse. Et puis vous aurez également des articles sur la parentalité. Alors, dernière partie, bébé est arrivé. Comment être bien accompagné sur cette partie-là également, on va voir ça. Alors, grand moment de la vie des parents, la sortie de la maternité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, la différence entre cette sortie standard et cette sortie précoce? Donc, la durée de séjour pour un accouchement voix basse, c'est en moyenne 2 3 jours. Pour une césarienne, c'est 4 jours. Donc, on peut demander un retour anticipé si on veut rentrer, donc à 2 jours après un accouchement voix basse ou 3 jours après une césarienne. Cette sortie précoce, il faut en parler avec l'équipe de la maternité parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une contre-indication médicale. Et c'est à condition donc qu'il y ait une sage-femme quand c'est une sortie anticipée, Mhm. un retour précoce. Il faut qu'il y ait une sage-femme qui passe vous Mhm. voir le lendemain de votre sortie. Et puis pensez également dans votre espace santé, euh, celles qui l'ont créé, à venir saisir votre date d'accouchement et à ajouter votre bébé à votre profil. Ça se fait uniquement une fois que le rattachement à l'assurance maladie a été fait. Ça vous permettra également d'accéder à plein d'informations sur l'évolution de bébé. Et l'accompagnement à domicile alors. Donc, même en dehors d'un retour anticipé, une sage-femme peut passer vous voir à votre domicile pour voir, revoir l'alimentation, pour faire l'examen de vos bébés, les poser, répondre à vos questions. Parce que quand on est à la maternité, c'est super, l'équipe vient nous voir plusieurs fois par jour. Mais quand on se retrouve toute seule, ou bien même si on est bien accompagné, des fois on peut entendre plusieurs sons de Mm. cloche. Donc c'est bien de refaire le point avec votre sage-femme. Donc on passe en général une fois après 2 3 jours après votre retour à la maison. S'il faut recommencer, s'il faut revenir, mais il n'y a pas de souci, on recale une date et on peut passer jusqu'à 2 fois. Et c'est une prise en charge de la maman et du bébé jusqu'au 12e jour qui est à 100% par assurance maladie. Opération. Alors, une fois la sortie de la maternité, vous allez avoir plusieurs rendez-vous médicaux à prévoir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Rachel? Donc, il y a ce qu'on appelle le suivi postnatal. C'est si vous avez encore, par exemple, des questions sur l'alimentation, ça peut être également fait en groupe. Ça peut être aussi avec d'autres mamans et vous pouvez partager vos expériences. Donc, c'est ça quand il n'y a plus le droit, entre guillemets, au Prado. Donc, ça arrive au-delà du 12e jour et vous avez droit à 2 séances. Bien, l'entretien postnatal, c'est plus pour refaire le point, ce qui est émotion, parce que, il peut y avoir aussi un petit baby blues de temps en temps, ou des fois des nuits un peu compliquées. Donc, on refait le point sur ce qui est émotionnel dans l'entretien postnatal. Quant à l'examen clinique postnatal, ça, vraiment, c'est médical. C'est une prise de tension, une prise de poids, on regarde la cicatrice et on voit s'il faut ou pas des séances de rééducation périnéale qu'on peut à ce moment-là mettre en place. L'examen postnatal, c'est fait par la personne qui nous a suivis pendant la grossesse. Donc, ça peut être soit la sage-femme, soit le médecin, soit la PMI. Et puis, les séances de rééducation abdominale ou périnéale, donc c'est avec la sage-femme ou avec un kiné. Et puis, on refait également le point par rapport au frottis. En postnatal, si vous n'êtes pas à jour, on peut également refaire un petit frottis. Bon, et puis, c'est quand même l'arrivée du bébé, Donc, c'est quand même un très grand changement dans la vie des parents. Et si on parlait un peu baby blues? encore les hormones qui sont là, les hormones qui chutent, les larmes qui chutent, Mm. il y a tout qui chute. Donc, c'est aussi avec des insomnies, avec beaucoup de fatigue aussi, des fois. Donc, on se retrouve à se dire, ah, bah, je vais bien, ben non, je vais pas bien sur une même journée. Donc, il faut encore une fois en parler. Et le soutien du coparent, il est important. Et si on a besoin de plus, il y a mon soutien psy, il y a aussi Exactement. le professionnel qui vous entoure. En général, le baby blues, il dure allez, 48 heures où, voilà, où on n'est pas bien. Mais si Mais, ça dure, et faut si pas ça hésiter à en parler. dure, si on a d'autres idées noires qui arrivent, là, oui, effectivement, il faut en parler, parce que ça peut évoquer des fois la dépression du postpartum. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même prise en charge.
Donc, si vous voyez que ça dure dans le temps, il faut revenir nous voir. Alors, le suivi médical de votre bébé. Donc là, ça peut être fait soit par un pédiatre, soit par votre médecin traitant. Donc, il y a certaines consultations qui vont être, entre guillemets, obligatoires le premier mois. Et puis, la première année, il va y avoir 3 examens obligatoires. Et puis, le plus souvent, on voit le pédiatre qui vous suit, ou le médecin traitant va vous dire soit je vais voir votre bébé tous les mois, soit pour le vaccin. Donc, il y a un calendrier qui se met en place avec le professionnel qui va vous suivre. Il y a également un suivi qui peut être fait à la PMI par le pédiatre, mais c'est pas pour ce qui est entre guillemets urgence, c'est vraiment de la prévention, de la vaccination. Et c'est le pédiatre ou le médecin traitant que vous désignez comme professionnel qui va suivre votre enfant et c'est lui plus qui va vous voir, par exemple, si bébé a de la fièvre ou s'il est malade. Et puis bien penser aussi à ramener le Le carnet de carnet. naissance, ouais, le carnet de naissance, le carnet de naissance qu'on vous donne à la maternité, ça va être, ça va suivre votre bébé Mm. pendant plusieurs années. Alors, votre enfant il va pouvoir bénéficier de 20 examens de santé de sa naissance à son adolescence. Il s'agit d'examens de prévention, mais également des examens pour pouvoir permettre de faire le point sur sa croissance et son développement. Ils seront pris en charge à 100% par l'assurance maladie, sans même que vous ayez à faire l'avance des frais. Et une fois que bébé est là, alors comment on continue à interagir? On a vu la première Comment on a partie, hein, commencé ouais. pendant la grossesse, hein. Donc à lui parler, à lui expliquer ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Plus on va lui parler, plus il va pouvoir interagir rapidement. Au début, ça va être des gazouillis, puis on peut aussi interagir par le toucher. Ils aiment bien les petits massages. Et puis on va lui remettre la musique qu'il a eu l'habitude d'entendre. Puis c'est bien aussi d'instaurer certains rituels, lui raconter une histoire, même si ça va pas être une grande histoire, mais il va savoir que le soir, à cette heure-ci, j'ai mon moment privilégié avec mes parents, on va me raconter quelque chose. Et puis lui, il va aussi, du coup, vous le rendre, vous sourire. À partir du premier mois, il va savoir à qui sourire, comment. Et puis, c'est que des bons moments qu'on passe ensemble. Et on va parler aussi écran. Donc, des fois, on peut même voir à la Mm. maternité euh, beaucoup d'écrans, beaucoup de télé, beaucoup de parents pris par tout ça. Donc, quand on est avec bébé, c'est bien d'être à 100% disponible avec son enfant. Il y a aussi des soins qu'on va vous montrer, comme comment on débouche le nez de bébé, parce que lui, la première année, il respire que par le nez. Donc, pour pouvoir manger, il faut avoir un nez complètement débouché. Et, le besoin de succion, donc quand on parle tétine, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais en tout cas, quand il y a des bébés qui ont un grand besoin de Mm. succion, on va mettre en place une tétine. Et puis vers ces 1 an et demi, le besoin de succion diminue, donc il faudra en profiter pour lui expliquer maintenant, voilà, tu sais qu'on est là, qu'on t'aime, si tu as besoin, on va te faire un gros câlin, donc la tétine, on va pouvoir s'en passer. Et puis on fait cette transition en douceur pour pouvoir accélérer le langage. Mm. Alors, les risques domestiques, il va falloir être vigilant évidemment avec bébé. Faites en sorte que l'environnement de votre bébé soit toujours sécurisé. Pensez à lui montrer les gestes qui protègent au fur et à mesure qu'il grandit dans la maison. Concernant tout ce qui est risque routier, informez-vous sur les équipements qui sont adaptés et puis tout ce qui est consignes de sécurité. N'hésitez pas à vous référer au site Les 1000 premiers jours. C'est vraiment un site qui regorge d'informations et voilà, c'est des informations qui sont sûres et sur lesquelles vous pouvez voilà, vous appuyer. Et puis deux numéros d'urgence à connaître, normalement le 15 pour le SAMU et le 18 pour les pompiers. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur le sommeil de bébé, justement? Donc bébé, on couche sur le dos et on évite les accessoires. Donc Dans ça le veut lit. dire tour de lit, ça veut dire les jouets dans son lit. Donc on privilégie la turbulette, pas de coussin. Donc Pas la de tour de lit. oui, voilà. Et la température, alors ça peut nous paraître un petit peu froid entre 18 et 20 degrés, mais la température idéale, c'est ça, c'est 19 degrés. Et puis on peut rajouter au début un petit bonnet, une petite brassière en laine. Et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, on évite le tabac de fumer dans la maison.
Et dans tous les cas, il faut aérer au moins 2 fois par jour, en moyenne pendant 15 minutes. Bien sûr, pas quand bébé il est dans la chambre, mais on aère la maison, on aère la chambre de bébé 2 fois par jour. Pour ce qui est alimentation, dans la mesure du possible, on privilégie les biberons en verre et puis on évite de réchauffer les biberons au micro-ondes. Alors, la protection maternelle infantile, la PMI. Donc, il s'agit d'un service du conseil départemental hein, qui va vous permettre de rencontrer des professionnels de la petite enfance, mais pas que. Vous aurez également la possibilité de vous faire accompagner avant ou après la naissance de bébé. Pour trouver la PMI la plus proche, vous avez la possibilité d'appeler le numéro qui est affiché ou également d'aller sur Allo Allô PMI. PMI. C'est ça, allopmi.fr. Puis ce qui est bien, c'est que des fois, il y a des jours où on n'a pas besoin des permanences, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. Et puis, s'il faut, on vous redonne rendez-vous pour revenir quand il faut faire un contrôle, etc. Donc, sur votre compte Amélie, une fois que votre bébé sera rattaché à votre dossier, vous allez pouvoir trouver un espace. Hein, l'espace J'attends un enfant se transforme en la santé de votre enfant. Ça va vous permettre de vous informer au fil des mois sur les différents rendez-vous médicaux à prendre, sur la vaccination, sur l'alimentation de bébé. Voilà, tout plein d'informations. Vous avez regardé les rendez-vous médicaux qui s'affichent, les vaccins. Alors, l'alimentation, hein, des articles sur l'alimentation de bébé également. La do-do list. Parlons un peu de la do-do list. Il s'agit d'un document un peu pense-bête qui va vous permettre de ne louper aucune étape de votre grossesse et du suivi une fois que votre bébé sera né. Vous la trouvez facilement sur Internet ou bien directement en téléchargement une fois que vous aurez votre support à la fin du webinaire. Vous allez pouvoir effectivement cliquer et tomber sur la do-do list facilement. Donc là, c'est tous les liens utiles, tous les liens dont on a parlé pendant le webinaire. Vous allez pouvoir retrouver facilement les informations, les sites internet comme Manger Bouger. On a parlé du webinaire, a fait un focus sur les perturbateurs endocriniens. Vous aurez également le lien. Les 1000 premiers jours, qui est vraiment un site hyper important et sur lequel vous allez avoir plein d'informations pour bébé. La to-do list, on en a parlé. Plein de liens utiles. Alors, on va passer aux questions pour ceux qui avaient des questions. J'ai une première question, Rachel, concernant l'ordonnance. Est-ce qu'une ordonnance est nécessaire ou un rendez-vous peut-il directement être pris en laboratoire? J'imagine que c'est pour les bilans qu'on fait tous les mois. Enfin, donc, normalement, pour être prise en charge, il faut une ordonnance. Donc, si par contre, il y a des labos qui proposent des prises de sang avec les tarifs qui sont affichés sans ordonnance. Mais pour que vous soyez prise en charge, il faut une Ah, ordonnance. c'est dans le cadre du... Voilà, Le papa. le papa nous a donné des informations complémentaires. La question, ça concerne le cadre du bilan du papa. Tu sais, le bilan médical, j'en ai parlé au début du webinaire. Le papa, il peut aussi avoir le droit à un rendez-vous avec un médecin pour faire un bilan Oui, complet de santé. c'est la même chose. Je pense pas qu'il y ait besoin d'ordonnance pour faire ce rendez-vous-là. Par contre, s'il y a des examens médicaux, évidemment, il y aura une ordonnance. Oui, Ouais, alors il ne faut pas une ordonnance pour aller voir le médecin, c'est ça, mais pour le laboratoire, pour avoir une prise en charge, il faut une ordonnance. Sinon, on n'est pas prise en charge. c'est ça. Mais le médecin qui le Ouais, verra fera les ordonnances exactement. nécessaires en fonction des besoins. Exactement. Ouais. Sinon, oui, pareil, enfin, je redis un petit peu ce que je dis parce que des fois, ça peut être pour une petite prise de sang de bêta-HCG, par exemple, en début de grossesse, etc. Il n'y a pas forcément besoin d'une ordonnance, mais c'est juste que il faut régler. Voilà. Des fois, ça peut être plus simple, au lieu de prendre un rendez-vous, d'attendre d'avoir un rendez-vous pour avoir une ordonnance pour quelque chose Oui, entre guillemets, qui coûte pas cher, mais qui peut nous faciliter la vie. Donc voilà, mais là, ça peut du être coup, fait sans voilà, c'est ça. ordonnance, ouais, mais Ok. il n'y a pas de prise en charge. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour le moment, j'ai pas d'autres questions. On vous laisse quelques minutes pour répondre, pour pouvoir poser vos questions et nous pouvoir y répondre en tout cas. Et aussi, je rebondis à cette question, mais aussi le bilan de prévention Oui, c'est vrai. oui, qui est nouveau. C'est un nouveau dispositif qui est fait par l'assurance maladie
où vous pouvez télécharger un questionnaire de santé sur le site d'Amélie et aller voir si vous Le avez la questionnaire, il chance est depuis mon espace santé. ouais. Donc, si vous avez la chance d'avoir un médecin traitant, sinon les pharmaciens, ils peuvent aussi, ils peuvent aussi vous rencontrer et voir. C'est selon, il y en a un par chaque tranche d'âge, si on peut dire ça comme ça, à 30 ans, à 40 ans, si je ne me trompe pas. Oui, alors il y a des tranches d'âge, Mm. effectivement. Je les ai plus en tête. Ouais, 18-25, par ouais, exemple, le premier. Puis ouais. après, ça doit être Et ça, pas avant c'est ouvert 40 ou à tout le monde. 45 Oui, ans. c'est pas Oui, que femmes, c'est hommes et femmes. bien sûr. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça veut dire qu'on a répondu à toutes les questions que les gens se Ouais, posaient. on va dire ça comme On a été très ça. efficace. Non. Ah, il y a une autre question. La sage-femme peut-elle prescrire un arrêt de travail et Alors, peut-elle oui, prescrire le congé oui et non. pathologique? Oui, oui et non, parce que l'arrêt de travail, quand c'est votre sage-femme référente, oui, elle peut, même si c'est pas votre sage-femme référente, mais maintenant qu'il y a ce dispositif-là. Et par contre, le congé pathologique, non, une sage-femme ne peut pas. Il faut que ça soit un médecin. Le congé pathologique, c'est les 14 jours C'est justement ça. auxquels c'est pas mon droit si c'est nécessaire Mm. hein, Exactement. dans le cadre de la grossesse. Mm. Ah, une autre question. Dans le cas d'une grossesse, pendant une période de chômage, qu'en est-il de la poursuite des droits? Je pense que là, Là, c'est on est plus de l'ordre de oui, l'administratif, hein, c'est ce qui aurait dû être fait la semaine dernière. oui, oui, qui n'a pas eu lieu. Moi, je vous invite à poser la question depuis votre compte Amélie directement, hein, tout ce qui va être voilà, les droits de l'administratif. Là, pour le coup, on n'est Mm. pas compétente pour répondre. Avec plaisir. Merci à vous. Maintenant, je te laisse la parole. Avec plaisir. C'est maintenant la fin de cette conférence. Nous vous remercions d'avoir été actifs sur cette conférence et de l'intérêt pardon, porté à la thématique. Merci, mesdames, pour cette présentation. Donc, Merci, Manon. On vous invite maintenant à répondre au questionnaire de satisfaction qui s'affichera directement sur votre écran. Et il nous reste à vous souhaiter une très belle journée. et je Au rappelle qu'une fois qu'ils auront répondu aux questions, ils pourront accéder directement au PowerPoint avec tous les liens cliquables. tout à fait. Merci, Julie. Merci à vous. Et Bonne au revoir. Merci. Bonne journée! journée.